Allô! J'avais envie de faire une vidéo un peu pour résumer les 7 premiers jours du bilan. Alors, je pense que si vous avez écouté mes capsules, vous savez maintenant pourquoi on fait un bilan. Puis si vous ne les avez pas écoutées, ben, je vais vous le rappeler. Alors, on fait un bilan parce que c'est important d'en faire un et d'avoir la conscience de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas si on veut apporter un changement. Puis un changement, tu peux voir ça comme un changement, une transformation, une action, peu importe. J'utilise beaucoup le bilan qui est la première étape dans la transformation, mais c'est quelque chose que j'utilisais aussi, quand j'étais directrice en approvisionnement. Donc, je parle souvent du BOCAL, le BOCAL, le bilan, trouver des options, faire des choix, passer à l'action et faire un post-mortem, si on veut dire, avec les leçons. Le B, c'est vraiment la première étape où on fait un état des lieux de notre situation actuelle. Pour après ça, être capable d'identifier, comme avec un GPS, c'est quoi la situation désirée. Puis entre ça, il va y avoir des options, il va y avoir des choix, il va y avoir des actions. Et après coup, on se retourne de bord puis on fait: «Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était payant? Est-ce que c'était à refaire ou est-ce que je le catégorise comme un échec dans mon sac à dos?» Puis je me dis: «Ça, je refais plus ce chemin-là». Donc c'est un peu ça la méthodologie pour faire quelque chose de différent. Sinon, on est dans nos patterns, dans notre pilote automatique. Les neurosciences nous l'ont vraiment montré que, en fait, notre inconscient, c'est comme 95. Donc, il y a un 5 sur lequel tu pourrais avoir du pouvoir, à moins d'emmener ton inconscient au conscient. C'est pour ça que c'est tellement important d'emmener des trucs en conscience. Donc, tu ne peux pas changer quelque chose si tu n'en es pas conscient. Si tu fais quelque chose pour le pilote automatique, tu ne pourras pas le changer ou si ça change, parce que ça va être du hasard, ça ne sera pas conscient, ça ne sera pas une action que toi, tu vas avoir décidé dans ta responsabilité de changer. Donc, j'ai aussi dit, je fais pas un bilan, traditionnel avec les sphères de vie, puis de te dire, sur une échelle de 1 à 10, comment vont tes finances, comment vont tes relations, es-tu heureux, heureuse dans, l'endroit où tu habites, des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de coachs sur cette planète, des bons, des mauvais, il y en a de toutes sortes et j'ai envie de faire quelque chose de différent, évidemment et j'ai envie de, y aller de façon aléatoire aussi et je suis persuadée qu'à la fin des 31 jours, on va de toute façon avoir couvert pas mal toutes les sphères. Donc, j'ai envie d'emmener aussi de rappeler les 7 premières questions cette semaine. Donc, si tu as pas, pris un petit cahier, pour les écrire, je te suggère de mettre ça sur pause, d'aller t'en chercher un, puis prends-les comme un cahier de réflexion sur cette année. Puis après ça, en janvier, ben, on parlera de qu'est-ce qu'on veut pour, 2024. Mais je trouve ça le fun en décembre, puis de toute façon, tout le monde est occupé avec plein de choses dans leur vie. Peut-être pas nécessairement le temps de faire un plan stratégique pour l'année prochaine. Tu peux le faire, mais disons qu'on est plus dans la réflexion de on peut-tu juste se déposer puis se poser les questions, comment ça a été cette année? Sans jugement, plein de bienveillance, mais juste en étant observateur, observatrice, plus comme des faits que des jugements avec des émotions. Alors, la première question a été, c'est quoi les besoins, les émotions, les désirs que tu as refoulés cette année? Lesquels que tu n'as pas honorés? On le fait tout. On a tout, puis ça, c'est tiré de la part d'ombre, hein. La part d'ombre, c'est justement ça, les besoins, les émotions qu'on a refoulées, souvent à partir de l'enfance, avec des gens importants pour nous. On a comme compris que si on adoptait tel comportement, ben, on allait recevoir probablement plus d'amour. Que ce soit vrai ou pas vrai, on a quand même développé ce pattern-là, si je peux dire. Donc, même rendu à l'âge adulte, si on n'en prend pas conscience puis que nos comportements sont vraiment automatiques, ben, on fait des choses, puis à un moment donné, on s'arrête même pas pour se poser la question: «Est-ce que j'ai encore envie d'agir comme ça?»
Est-ce que c'est vraiment un besoin qui n'a pas été comblé? Est-ce que c'est vraiment un désir ou est-ce que je le fais parce que je l'ai toujours fait? Et ça, on le trouve beaucoup dans les soins parfaites, dans fait plaisir aux gens. C'est tout ce qu'on a enregistré comme mécanisme pour pas déplaire, pour être accepté, pour pas être humilié, pour pas être abandonné, pour pas être rejeté. Souvent, on le fait. Donc, il y a des choses en nous que, mettons, là, on serait sur une île déserte, probablement qu'on assumerait plus nos valeurs, nos besoins, mais qu'en groupe, en société, pour faire partie de la gang, des fois, on ne fait pas. Donc, c'est quoi? Tu peux en nommer plein, mais je te demande une chose que tu sais au fond de toi, que tu n'as pas tant honoré cette année. Alors, c'est quoi le besoin, la valeur, le désir que tu as essayé de cacher? Moi, ma spiritualité, j'en parle de plus en plus. Mais longtemps, je me suis dit: «J'en parlerai pas trop» parce que les gens trouvent ça un peu bizarre. Puis, donc ça a été une part d'ombre quand même de mon côté. Je me suis entourée de gens, puis on pourra en reparler en coaching, l'année prochaine, mais je me suis entourée de gens pour renforcer, justement, ma posture sur, ben, c'est qui je suis, c'est à ça que je crois et c'est ça qui me fait triper dans la vie. Donc, je suis allée chercher d'autres mondes, peut-être bizarres, comme moi, qui avaient le goût de parler des mêmes affaires. Alors, c'est important d'honorer nos besoins, nos émotions, parce que les émotions, c'est des messagers, hein. Souvent, on entend parler de gérer ses émotions. Moi, ça me fait bien rire parce que c'est nos réactions qu'on va gérer. Nos sentiments qui vont être dans sentimental, le mental, c'est ce qui va tourner en boucle dans notre tête. On va en reparler, je pense que c'était ça la question numéro 2, les pensées récurrentes qui ne nous ont pas aidés cette année. Bien, c'est ça. Donc, les besoins, c'est important de savoir c'est quoi nos besoins. Oui, on a tous nos besoins dans la pyramide de Maslow, les besoins de base, mais notre besoin d'être reconnu, notre besoin d'amour, c'est là, est-ce que tu en prends soin? Est-ce que tu es capable d'en prendre conscience? Puis est-ce que tu es capable d'y répondre? Ça, c'est un autre gros sujet. Donc, la question numéro 2, c'était quelles ont été les pensées récurrentes qui ont été nuisibles cette année? Hein, notre petit hamster qui est dans notre tête, puis qui n'arrête pas, puis qui nous aide pas. Hein? Ça peut être plein de choses. Ça peut être, ben, moi, j'ai eu la pensée récurrente cette année: «Ah, mais de toute façon, il y a tellement de coachs». Tu sais, moi, je vois juste ça. C'est sûr qu'avec les algorithmes des réseaux sociaux, tu vois ce à quoi tu t'intéresses. Fait que tu as l'impression que coudon, tout le monde s'est inventé coach cette année. Donc moi, ça venait vraiment me chercher parce que j'ai fait les études, parce que j'ai fait les travaux, parce que j'ai le diplôme, parce que j'ai travaillé fort. J'ai l'impression, ça c'est ma blessure d'injustice, je vais le dire, qu'il y a plein du monde qui s'invente coach. Puis là, je me suis dit, bon, ben, à quoi bon? Parce que de toute façon, les coachs ont mauvaise presse, puis à quoi bon? Fait que ma pensée récurrente, au lieu de mettre mon énergie à aider les gens, à être dans ma passion, c'était à quoi bon, de toute façon. Fait que ça, c'est pas tant aidant, cette pensée-là. Il y en a plein d'autres. On pourrait faire la liste de toutes les croyances limitantes qu'on a dans notre vie qui nous aident pas, qui nous servent pas du tout. On ne fera pas ça aujourd'hui, mais je veux quand même que tu identifies c'est quoi le discours mental que tu avais cette année. T'aide pas vers ce que tu veux aller. Hein? La troisième question a été, c'est où que tu t'es manqué de respect cette année? Justement, dans tes valeurs, dans tes besoins. On se respecte pas tout le temps. Dans le respect, il y a aussi mettre ses limites. Hein, encore là, on est dans vouloir plaire, vouloir être aimé, donc et on tolère des choses, on dépasse nos limites, puis à un moment donné, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que la colère monte, puis elle vient nous enseigner le message de: «Les as-tu mis tes limites?» «Non», tu pètes ta coche. Tu sais, c'est pas tant bon pour tes relations. Donc, c'est important d'être à l'écoute de ça aussi, de dire: «OK, mais me respecter moi aussi, me respecter qu'est-ce que je crois, mes croyances, mes valeurs, mes besoins». C'est important d'apprendre à le nommer. Mmh? Alors, c'est où que tu t'es manqué de respect cette année? Quatrième question était
c'est quoi le plus gros échec que tu as vécu cette année? Et là, échec, il y a tout un courant de pensée positive, puis de dire, ben, c'est pas des échecs, c'est des apprentissages, puis tout au final, c'est positif, puis tout ce qui arrive, c'est parfait, puis oui. Et le cerveau, en neurosciences, nous ont prouvé que le cerveau a besoin de mettre étiquette échec. Parce que s'il met pas étiquette échec, c'est bien beau ton apprentissage, mais ça se peut qu'ils te disent: «OK, ben, on va t'en redonner d'autres, on va te redonner le même apprentissage», tu sais? C'est pas ça que tu veux. Tu veux dire ça, c'est un no, no go. Puis ça me fait penser, quand on sort d'une relation ou quand on sort d'un emploi, souvent on va penser à qu'est-ce qu'on veut la prochaine fois. «Ah, la prochaine fois, je veux ça», puis mais avec les clients, souvent, je vais dire: «OK, mais je veux que tu fasses ta liste de non négociables, pas juste ce que tu veux, mais les no-go. Ça, c'est non, c'est plus jamais. Fait que dans mon tiroir, c'est important que je le mette en me disant: «Ça, c'est dans la catégorie échec, ça marche pas. Je l'ai essayé, j'ai pas besoin de l'essayer encore 15 fois, je le sais que ça, c'est un non, ça, c'est un échec». Que ça soit pour n'importe quoi. Là, je suis pas en train de dire que si tu essaies quelque chose, puis tu réussis pas du premier coup, arrête, c'est pas ça. Ça dit pas arrêter. Mais un échec, ça va te dire peut-être qu'il faut que tu revises ta méthodologie, peut-être qu'il faut que tu revises, pourquoi tu le fais parce que là, cette fois-là, comme ça n'a pas fonctionné. Alors qu'est-ce que tu peux changer? Puis, tu sais, on entend souvent la fameuse réplique, d'Einstein qui dit: «Ben, tu peux pas espérer avoir des résultats différent, ça fait toujours la même affaire. Fait que c'est important de le mettre comme échec dans ton cerveau. Ça peut être un gros échec, ça peut être un petit échec, mais qu'est-ce que tu en fait, vois-le comme ça fonctionne pas, je le mets dans mon sac à dos comme non, échec, ça marche pas. Le cinquième, c'était par qui tu t'es senti le plus déclenché cette année? Et là, la formulation de la phrase est intéressante. C'est pas qui te déclenche. C'est pas qui te tape sur les nerfs. Non, par qui tu t'es senti déclenché. Pourquoi? Parce que quelqu'un va dire une parole, puis 2 personnes vont être déclenchées ou pas de façon différente. Pourquoi? Ben, parce que tu as ton filtre, tu as tout ton bagage de vécu, tu as tes expériences, tu as l'intention que tu lui portes, comment tu reçois le message, toutes tes blessures, tout ton monde émotionnel aussi, de comment tu le reçois, va faire que tu vas l'interpréter d'une façon et que tu vas être déclenché ou non. Donc, 2 personnes qui vivent la même situation, qui est neutre en soi, va réagir différemment. Donc, c'est pas l'autre personne qui a le pouvoir de te déclencher. C'est tout un truc émotionnel autour, avec toutes tes mémoires, avec tous tes patterns, avec tous tes chemins neuronaux. Tu sais, il y a des personnes qui nous tapent sur les nerfs, puis qui ont même pas ouvert la bouche, puis qu'on est déclenché. Alors qu'une autre personne va dire la même parole, puis on va l'interpréter avec plein d'amour, plein de bienveillance, puis on va dire: «Oh, elle est fine de me dire ça, c'est pour mon bien». C'est la même parole. L'autre avait même pas commencé sa phrase qu'il me tape ses nerfs. Vrai ou faux? Oui, on interprète avec nos schémas à nous. Alors, par qui tu as été le plus déclenché cette année? Et l'autre exercice que je te demandais de faire, c'était pourquoi? Quels sont les aspects de cette personne-là ou des situations qui font que tu es déclenché? Puis pourquoi je fais ça? Bien, parce que j'aime beaucoup le miroir. Je pense, moi, dans ma croyance, que tout le monde est dans notre pièce de théâtre. Tout le monde vient nous apprendre des choses. Tout le monde vient nous faire miroiter ce qui nous reste à travailler pour évoluer. Alors, si tu vois quelque chose si tu vois quelqu'un puis que tu adores cette personne-là, mais c'est que tu le portes cette énergie-là ou cet aspect-là en toi. La même chose pour la personne qui te tape sur les nerfs. Alors, soit quelque chose à t'apprendre, des fois mettre tes limites, ou il y a quelque chose que toi, tu as à travailler. Ça ne veut pas dire que tu es nécessairement comme cette personne-là. Mais si, mettons, je ne sais pas, tu es avec quelqu'un qui est hyper, hyper indépendant. Puis toi, ça te déclenche parce que mon dos, il pense pas aux autres, puis il devrait me demander mon opinion, puis OK. Tu où toi dans ta vie que tu as peut-être besoin d'un petit peu plus d'autonomie dans ta prise de décision? Tu verras si ça te parle. Peut-être que
toi, quand tu viens pour prendre une décision, tu demandes à tout le monde. Puis c'est pour ça que tu es déclenché, parce que tu voudrais qu'ils te le demandent. Ça se peut que ça soit ça se peut que ça soit pas ça. Ça se peut aussi que tu te sentes pas considéré. Tu sais, il y a plusieurs aspects, là. Là, je fais pas des liens de cause à effet, je te parle des pistes d'observation pour toi. Qu'est-ce qui fait que tu te sens déclenché par cette personne-là? Par ses propos, par ses gestes, par ses silences, par ses actions, par ses inactions. Fais la liste de c'est quoi qui a été le trigger, on dit en anglais, le déclencheur qui te fait réagir. OK? La sixième, on a parlé des rêves. C'est quoi ton plus grand rêve? Puis qu'est-ce que tu fais chaque jour pour ce rêve-là? Puis là, je suis dans un 45 secondes, dans un 60 secondes de capsule, je ne peux pas en parler parce que c'est trop rapide. Mais j'ai des amis dans mon entourage ou des clientes, des fois, qui m'ont dit: «Mais toi, Véro, tu as tellement de rêves, là. Tu sais, tu en parles, là. Moi, je veux aller visiter les pyramides d'Égypte, je veux voir plein de coins de pays que j'ai pas vus encore. Je vais écrire mon livre. J'ai plein d'idées, j'ai des rêves, probablement plus que tout ce qui me reste à vivre ici, là, le nombre d'années qui me reste, je sais pas. Parce que peut-être qu'il me reste 2 semaines, peut-être qu'il me reste 2 heures, peut-être qu'il me reste, 50 ans, on ne sait jamais. Puis ces gens-là, je leur dis: «Mais est-ce que tu oses? Est-ce que tu te permets? Est-ce que tu te sens légitime d'avoir des rêves?» Puis j'ai fait un exercice dans une entreprise où les gens écrivaient leurs rêves. Et là, il y en a qui sont allés là, hyper flyés, puis ça en dit beaucoup sur la personnalité de la personne. Puis il y en a que leur rêve, c'est hyper concret, là. C'est comme finir ma salle de bain, là. Tu sais, c'est mesurable, c'est quantifiable, c'est plausible, j'ai 100 le contrôle. Je me sens en contrôle de mon rêve parce que je peux le réaliser. C'est sûr que moi, si je dis: «Je veux m'ouvrir un centre bien-être en Égypte», mettons, ça se peut que j'ai un peu besoin d'aide et de temps et d'argent, plus que de finir ma salle de bain, tu sais? Fait que ça en donne beaucoup sur nous, puis encore une fois, sans jugement, mais ça nous donne l'heure un peu sur où on se trouve dans est-ce qu'on se permet de rêver ou on reste dans le contrôle de ce qui est, mesurable et structurable, à court terme. Donc si tu me dis: «J'en ai pas de rêve», correct, peut-être que tu t'es jamais assis puis à essayer de rêver. Fait que moi, je te dirais comme première étape, essaye juste te connecter avec toi, avec ton cœur. Qu'est-ce que tu aimerais? Puis tu pas puis tu sais, des fois on parle puis on dit: «Oui, mais la différence entre la gratitude puis, espérer, est-ce qu'on devrait juste, être bien avec ce qu'on a?» Puis des fois, il y a des gens qui disent: «Ouais, mais là, moi, écoute, là, je pensais même pas être rendu où je suis rendu aujourd'hui. Fait que déjà ça, moi, c'est comme en masse, là, ma vie est super. J'ai pas besoin de rêver plus», comme si on n'était pas capable d'être dans la gratitude et en même temps dans le rêve. Mais je peux être hyper, heureuse de ce que j'ai présentement et quand même avoir des rêves. Donc, premièrement, as-tu des rêves? Si tu as un rêve, dans ton plus grand rêve, qu'est-ce que tu fais concrètement chaque jour dans la réalisation de ce rêve-là? Même si le petit pas est très petit, c'est quoi le plus petit pas possible que tu peux faire pour concrétiser ce rêve-là? Septième, hem, qui était aussi dans les changements à apporter dans notre vie, pour atteindre ce que l'on veut, il y a souvent un coup de renonciation. Donc, je donnais l'exemple dans la capsule. Si tu dis, bon, ben là, à partir de maintenant, moi, je me mets en forme, le matin, je me lève, puis là, je m'entraîne. Mais le coup de renonciation, c'est de flâner dans le lit. Tu sais. Si tu décides que le seul temps que tu as pour aller t'entraîner, c'est le matin de bonne heure, ben, ça veut dire que tu as un choix à faire. C'est de mettre ton cadran plus tôt. Si tu dis, je veux aller, en vacances à Walt Disney, ben, ton coût de renonciation, c'est qu'il y a peut-être des choix financiers que tu vas faire pour économiser pour ce voyage-là. Hem, quoi d'autre? Ça peut être,
Les coups de renonciation, ça peut être très petit comme ça peut être très grand. Ça peut être mettre fin à une relation. Ça peut être, déménager, donc renoncer à un quartier qu'on aimait, mais on déménage pour obtenir quelque chose d'autre. Donc c'est des choix, probablement des actions qu'on va devoir poser ou se priver de pour atteindre le rêve qu'on veut. Il y a, de commun là-dedans, c'est la connaissance de soi. C'est vraiment ça, faire un bilan, c'est apprendre à se connaître soi, apprendre oui, on fait l'état des lieux, mais on fait pas juste l'état des lieux de: «J'habite où? J'ai combien d'argent dans mon compte de banque?» C'est pas ça. C'est l'introspection, moi avec moi, j'en suis où? J'en suis où dans mes valeurs? J'en suis où dans mes besoins? J'en suis où dans mes rêves? J'en suis où dans ce que je suis? De ce que je veux montrer au monde versus ce que je cache? J'en suis où dans mes pensées qui m'aident, qui me propulsent ou qui me freinent? C'est ça aussi le bilan de soi, parce que je pense qu'il faut avoir la connaissance de soi pour avoir une transformation. Puis, je ne suis pas de celle qui vit une transformation pour une meilleure version de soi. Moi, je pense que c'est l'inverse. Moi, je pense que la meilleure version de toi est en toi. C'est juste que tu y as mis un peu de bouette, là, tu sais. Tu as acheté des croyances limitantes, tu as eu le cœur blessé de situations, tu as compris avec ce mécanisme-là que tu allais être plus aimé ou ce pattern-là allait faire que tu allais moins t'exposer pour être humilié. Fait que devenir de moins en moins toi, est devenu un safe zone parce qu'on finit que notre unicité, on l'enlève pour être à peu près dans le moule, hein? Puis la société, elle veut ça aussi, qu'on soit à peu près dans le moule, là. Ça dérange pas trop, ça brasse pas trop, tu mets pas trop la lumière sur toi, puis tu avances dans le flow du pilote automatique, de la vie. Jusqu'au jour où il t'arrive quelque chose, une prise de conscience, puis tu te dis: «C'est vraiment la vie que je veux? C'est vraiment moi? C'est vraiment mes besoins? Sont-ils comblés? Pourquoi j'ai toujours l'impression d'être malheureux? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi j'ai tout essayé? Puis pourquoi le bonheur à l'extérieur, il fonctionne pas?» Fait que mon approche, c'est vraiment de dire: «OK, mais on va tasser tasser ce qui ne fit plus avec toi, puis on va revenir à l'essence de qui tu es». C'est pas d'aller chercher la meilleure version de toi-même à l'extérieur, c'est de le reconnecter avec ta meilleure version de toi-même. Parce que tu es unique, puis c'est toi, là. Fait que c'est quoi tes besoins? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi que tu as envie dans ta vie pour être bien, là? On sait, c'est lourd, là, de pas être soi-même, d'être dans les peurs, de se demander ce que les gens vont penser. J'ai-tu le droit de faire ça? Je suis-tu légitime? Ben, ça se peut-tu être libre d'être qui on est? Libérer vraiment, là, des peurs, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de faire le bilan pendant les 31 jours, de s'observer, de voir on est où. Comme pour un GPS, il faut une destination de départ, là. Tu dis juste, «Je veux m'en aller, en Floride», tu pars d'où? Tu pars de Québec, d'Ottawa, de Montréal, tu pars d'où? Tu t'en vas: «OK, je suis ici, je m'en vais où?» Après ça, en janvier, on fera le plan de où tu veux t'en aller. Donc moi, je le vois en 3 étapes. Fais le bilan, l'état des lieux. Après ça, identifie ta situation désirée. Puis après ça, on va enlever les blocages pour que la route, on va passer à la gratte, là. Que la route, elle soit belle, puis que ça soit facile. Ça se peut qu'il y ait des cailloux en chemin, mais il y a des méthodes, il y a des façons de faire, il y a des outils pour les tasser au fur et à mesure plutôt que les emmagasiner. Alors, c'était ça les 7 premiers jours. Fait que tu viendras me dire si, ça te parle, ça t'aide. Moi, je te suggère, prends un petit cahier, prends des notes, observe-toi. 31 jours, tu vas avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière. Puis en janvier, on va pouvoir passer en coaching puis identifier qu'est-ce que tu as envie vraiment.